Ça tourne. Hello Julie, bienvenue. Bonjour, merci. Hello Julie. Julie qui est dans mon équipe et on en parlera, mais Excellent. qui fait beaucoup de choses sur les activations de communauté aussi notamment. Tu nous fais un petit teasing. C'est ça. Ah, je reconnais quelques noms maintenant, c'est à mon tour. J'avais déjà reconnu Emeric. T'as pas créé un petit jingle, une petite mélodie d'ambiance Attends, j'ai une régie déjà. Le jingle, ça arrivera prochainement peut-être, mais Non, c'est vrai que la régie, elle est sympa. il faudra qu'on se concerte pour créer un jingle Community Tips. C'est ça. Si quelqu'un a de l'inspi, n'hésitez pas sur le Discord Community Tips, ça fera plaisir. J'ai il y a quelques semaines un événement qui s'appelle Ibiza Tech Week. Oui, il y a des events tech à Ibiza. À la fin des 2 jours de Summit, ils avaient créé une chanson qui disait Ibiza. Ah non, c'était Ibiza Tech Forum. Et donc, c'était très sympa. Tu m'étonnes. Euh, Ok, ok, bah, je crois qu'on va être tout bon. Je vais accepter les gens qui arrivent au fur et à mesure. Mais ce que je vous propose, du coup, c'est qu'on parte dans le vif du sujet, parce que tout simplement, vous êtes à l'heure, mesdames et messieurs. Donc, merci beaucoup d'être là avec nous pour ce nouveau live Community Tips, positionner sa communauté pour générer du business. C'est un truc qui est quand même plutôt important dans notre milieu. Yeva, pour pas te faire de jumpscare, je vais afficher nos caméras. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Je te remercie de m'avoir prévenue. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, on va rentrer du coup dans le vif du sujet, comme je le disais. Aujourd'hui, on est avec Yeva Gaigala, qui va nous parler de ses 15 années d'expérience en tant que community builder, community manager, head of community, community stratégiste, tous les mots qu'on veut pour désigner le fait de gérer des communautés. Je te laisserai te présenter un petit peu plus en détail, Yeva, juste après. Et aujourd'hui, le format du live qu'on va avoir, ça va être un petit live où on va tout simplement discuter. Ça va être un format un petit peu podcast entre Yeva et moi, où je vais lui poser des questions. Elle va me répondre bien évidemment, c'est le principe. Et si vous avez des questions au fur et à mesure de votre côté, je vous laisserai les écrire dans le chat et je les passerai à Yeva s'il y a des questions qui rentrent un petit peu justement dans les thèmes du moment donné. Voilà, donc on va essayer de rendre ça un petit peu interactif. Et à la fin, on aura quand même, dans tous les cas, un petit temps de questions-réponses de environ 15 minutes de prévu. Donc écoute, je te passe le micro, Yava, je te laisse te présenter rapidement et puis on va commencer. Yes, écoute, bah, merci beaucoup déjà pour l'invitation pour démarrer et bienvenue à tous. Ça fait plaisir que vous preniez sur votre temps de déjeuner pour nous écouter. Donc, Eva Gagala, comme l'a mentionné Louis, je fais du community building depuis 15 ans. J'en ai 30, donc ça fait la moitié de ma vie. Et j'ai démarré au lycée sur des projets passion. Le moment tournant, on va dire, ça a été quand j'ai créé une communauté qui est montée jusqu'à 20 000 personnes à 15 ans. Et je me suis rendu compte de la puissance que ça avait d'avoir autant de personnes qui se réunissent, qui s'entraident, qui partagent une même passion. Et j'ai vu qu'il se passait quelque chose. Et ensuite, j'ai fait une école de commerce, j'ai créé ma première boîte à 21 ans et une deuxième à 24. Et en fait, étant donné que j'étais jeune, je n'avais pas de réseau, je n'avais pas non plus des années d'expérience à afficher sur plein de sujets. Et donc, je me suis dit que j'allais m'appuyer sur la création de communauté pour trouver mes premiers clients et donc me positionner en fait au centre des cercles que je voulais intégrer. Et ça passait par du branding, par des choses comme ça. À partir du moment où je m'auto-déclare comme la communauté de telle thématique, bah, en fait, je vais aller chercher quelques premiers membres et puis d'autres qui suivent, etc. Et donc, ça m'a permis de trouver mes premiers clients. Donc, je me suis dit voilà, que ça allait être un bon levier stratégique. Et puis ensuite, il y a des personnes qui m'ont vu faire, qui sont venues me voir et qui m'ont demandé est-ce que ce que je mettais en place pour moi, côté communauté, je ne pourrais pas le mettre en place chez eux également. Et donc, c'est comme ça que j'en suis venue à faire évoluer mon métier
et aujourd'hui accompagner des boîtes, principalement des VC et des licornes scale-up, mais après, enfin, ouvertes à d'autres types de communautés aussi, mais globalement à créer des stratégies communautaires. Donc, j'interviens pas sur le long run, mais vraiment comment est-ce qu'on fait pour mettre en place ou remettre en place toute la strate, le programme communauté. Donc ça, c'est ma première casquette. J'en ai plusieurs, mais deux principales. Donc première casquette, j'ai accompagné des boîtes comme Notion, que vous connaissez très certainement, et actuellement en mission pour BPI France. Qui est mon client principal à date, aujourd'hui, pour créer une communauté avec tous les C-level de toutes leurs sociétés du portefeuille, donc tous les CTO, CPO, CMO, etc. Et à côté de ça, j'ai une société avec une petite équipe dont Julie fait partie, qui s'appelle Paradise Group et avec laquelle on ne va pas accompagner des marques sur la création de communautés, mais plutôt sur des activations. Donc, il y a des personnes qui viennent nous voir et qui nous disent bah non, on ne veut pas forcément avoir un suivi dans l'année, mais on a cette base de clients ou cette base d'utilisateurs, de partenaires, et donc on aimerait bien créer un temps fort, pas que un temps de soirée, mais un temps qu'on pourrait utiliser intelligemment pour les activer, pour les amener à créer du contenu, pour qu'ils nous réfèrent de nouvelles personnes. Donc il y a toujours ce côté strat et business derrière finalement, et on va en parler, mais voilà globalement mes deux activités. Ok, excellent. Bah, du coup, au final, très complet. Tu as commencé super tôt. Donc, merci pour cette présentation. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui, hein. Et puis, comme tout le monde a pu le voir, tu vas pouvoir nous donner des clés essentielles au bon développement d'une communauté, à la fois pour nos pairs community builders qui sont dans l'audience, j'en reconnais, mais aussi pour tous les CMO, autres C-level, etc., que tu as habitude de côtoyer, qui veulent lancer une communauté et qui s'inquiètent un petit peu d'un enjeu majeur, leur ROI. Comment est-ce qu'on génère du business? Est-ce que c'est pas juste un puits sans fond où on va dépenser de l'argent, la communauté? Mais du coup, bah, tu es là pour nous répondre à ce genre de questionnement aujourd'hui. Yeva, je sais que tu as une take sur le sujet des communautés. La communauté, c'est pas un nice to have juste pour faire de l'engagement. C'est un nouveau moyen d'acquisition et de growth. Alors, quand on donne les clés du positionnement d'une communauté pour être aligné avec le business, je pense que ça peut être intéressant avant de donner ces clés-là. Est-ce que toi, tu peux nous faire un petit peu un état des lieux du marché des communautés en France selon toi, avant qu'on sache comment le naviguer, justement, ce marché? Ouais, complètement. État des lieux, c'est un, c'est un mot assez fort, mais globalement, alors il y a community building et community management. Et en fait, les prémices du community building, c'était plutôt le CM, community management. Et on a fêté l'année dernière les 20 ans avec Jean-Yves Lemel qui avait organisé un événement à cette occasion. Et donc, en fait, tout ce sujet de communauté a démarré au début autour d'animation. Autour de certains produits, de services. Il y a des fanbases qui se sont créés aussi. Et donc, on parlait de l'époque où il y avait Twitter qui venait d'être lancé, donc beaucoup de personnes parlaient dessus, où il y avait des skyblogs, où il y avait des forums qui se créaient, etc. Et ensuite, de fil en aiguille, les communautés ont commencé à se greffer à des business, sans qu'il y ait cette notion d'ROI, en tout cas pas au début. Et donc, finalement, ça restait un nice to have autour du business, mais une sorte d'opportunité, parce que les communautés au global grossissaient, et donc les business se disaient, bah, moi aussi, je vais créer ma communauté, et puis on verra où est-ce que ça m'emmène. Et en soi, pourquoi pas, mais en fait, c'est compliqué de lancer une communauté et ensuite d'essayer de la rattacher à quelque chose qui génère du business. Et donc, c'est pour ça que là, on voit un chiffre depuis quelques années, finalement, où il y a de plus en plus de business qui se disent qu'ils vont créer cette communauté, mais pas de manière assez random, on va dire ça comme ça, mais qui vont essayer de la rattacher au business. Et en effet, moi, mon take, c'est que tu devrais commencer par tes objectifs business et rattacher la communauté à quelque chose qui en génère, enfin qui génère vraiment de la croissance plutôt que d'être un poste de dépense. Ok, parce que pour l'instant, du coup, enfin, si j'ai bien compris, il y a encore un petit peu de mélange entre community management, community building. C'est encore un petit peu fondu l'un dans l'autre, on va dire. Et c'est un petit peu un mot trendy, mais qui est rarement mis en place comme il faut, justement pour pas que ça devienne un poste de dépense, mais pour que ça génère du business, quoi. C'est ça? C'est ça. Et en parlant de mots trendy, tu fais bien de le faire remarquer parce que moi, généralement, quand je commence en live une discussion ou autre, j'aime bien définir ce dont on va parler. Et il y a beaucoup de personnes, alors je pense que ça ne concerne pas l'audience aujourd'hui parce qu'on se connaît un peu, on est un peu dans le milieu, mais
juste préciser au cas où que selon moi, les communautés, c'est pas une audience, c'est pas une liste de clients, une database. Pour moi, la définition de communauté, ça va être vraiment des personnes qui vont se réunir, physiquement ou pas, et qui vont choisir de passer du temps, de faire un bout de chemin ensemble autour d'une volonté commune, d'une mission commune, de valeurs partagées. Et ils vont s'identifier à cette communauté. Donc, on ne va pas leur dire tu fais partie de cette communauté, mais eux-mêmes vont se sentir faisant partie de celle-ci. Et il y a un côté insider et outsider, c'est-à-dire que I know, et les autres, ils ne savent pas. Et en fait, c'est ça, selon moi, qui Un fait la côté communauté. exclusivité un peu presque. Pas forcément exclusivité, mais juste on se reconnaît. Il y a les Ouais. moldus, il y a nous, tu vois. Ok. Ouais, j'ai perdu le terme technique du jargon. Sentiment d'appartenance un peu, quoi. Complètement, ouais, exactement. Ok. Alors, attends, j'accepte les gens au fur et à mesure. Ok. Bah, tu vois, ça, moi, c'est il y a pas longtemps, j'ai écouté un podcast que la plupart d'entre nous connaissent sans doute, l'effet marketing de Léa Guenifet, où il y avait, bah, d'ailleurs, je sais pas si elle est là aujourd'hui, non, elle est pas là, mais où il y avait Megan Gatto, qui est la CMO, si je me trompe pas, de Figures, qui parlait justement de l'évolution un petit peu, eux, de leur vision de la communauté chez Figures. Je sais pas si du coup tu as suivi ça ou si tu as écouté l'épisode ou si tu es au courant de cette communauté ou... J'ai pas écouté l'épisode, mais Figures fait partie du portefeuille BPI. Et donc, Ouais, Megan étant la CEO, elle est dans le scope de la commune que je construis. Donc, on a fait un call et elle ok. m'en a parlé, tout à fait. Ouais. Bah, du coup, dans l'épisode de podcast, elle disait que la communauté était très largement sous-estimée et du coup, bah, aujourd'hui, c'est Constance, du coup, que je regardais si elle était là ou pas aujourd'hui, Constance Bécard qui les accompagne. Et franchement, l'épisode est ultra intéressant. Si vous voulez un petit complément d'information de ce qu'on va dire aujourd'hui, je vous laisserai aller l'écouter. C'est très très intéressant. D'ailleurs, j'en ai fait un post sur LinkedIn hier, donc vous avez le lien dedans. Et bon, du coup, maintenant qu'on a défini un petit peu ce que c'est une communauté, c'est pas une database, c'est pas une audience, c'est des gens qui se reconnaissent entre eux, you know, I know. Mais du coup, comment on fait pour pas tomber dans le piège de la trend? Comment on fait pour pas tomber dans le piège de l'amalgame, du gouffre financier? C'est quoi un petit peu tes règles? Comment est-ce qu'une communauté, elle doit se placer dans un business pour que ça fonctionne? Est-ce que c'est un truc en plus? Est-ce que c'est un à côté? Bon, on a compris que non, du coup. Mais est-ce que du coup, à l'opposé, c'est un changement de business model complet? Parce que ça peut faire un peu peur aussi, ça. Explique-nous un peu, du coup, bah, où est-ce que dans... Voilà, là on a le business, où est-ce que je mets la communauté dedans? Complètement. Bah, écoute, déjà pour commencer, moi je pense qu'il faut d'abord se poser la question de est-ce que c'est pertinent pour ma boîte de mettre en place une communauté? Parce que les communautés, elles vont prendre le plus facilement autour de projets ou enfin, de produits ou de services qui ont de la brand love. C'est là où c'est le plus alors facile, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le plus évident. Parce que les gens sont naturellement drivés vers la marque, ou en tout cas ce que la marque incarne et souhaite faire passer comme message. Après, une fois qu'on s'est demandé est-ce que ça peut faire sens de créer une communauté, moi j'ai toujours vu les communautés comme un business dans un business. Donc, tu as ton business principal avec tes objectifs. Dans 99% des cas, les objectifs, ça d'avoir de la croissance, d'aller vendre plus ou alors upsell ou faire des choses comme ça, mais aussi des sujets de notoriété, de feedback produit qui marchent très très bien à travers la communauté. Donc en fait, par rapport à ton business principal, se poser la question de quels sont tes objectifs au global. Et ensuite, tu vas regarder qui sont les personnes qui gravitent autour de ton business. Donc ça peut être tes clients, mais ça peut être aussi tes partenaires, tes prestataires, voilà, n'importe qui puisse graviter autour de ton business et essayer de comprendre quels sont les types de profils qui gravitent autour de ton business et qui pourraient du coup t'aider à aller atteindre ces objectifs business. Et encore une fois, on parle de sales, mais on peut parler aussi de feedback loop de produits, créer du contenu pour sa marque, des choses comme ça. Et ensuite, une fois que tu as compris le persona de ces personnes, tu regardes, et ça c'est selon moi la partie la plus difficile, tu regardes comment est-ce que tu peux faire pour aligner les planètes et faire en sorte à ce que toi, tu leur apportes quelque chose dont ils ont réellement besoin ou envie. Et ensuite, eux puissent aussi t'aider à servir tes objectifs business, mais ils le font de manière assez genuine.
Parce que on peut très bien faire de l'affiliation en disant, bah voilà, tu me recommandes un client, je te rétrocède 10% ou peu importe. Et ça marche, mais selon moi, c'est pas des communautés. La communauté, je le vois vraiment comme une amitié entre une marque et une personne ou un groupe de personnes. Et en fait, dans les amitiés, c'est donnant-donnant. Tu vois, moi, je vais te rendre service à un moment donné, on est content, tu vois, on s'apprécie, on passe des moments ensemble. Toi, je sais que tu vas me rendre l'appareil plus tard. Et en fait, c'est naturel. Et donc, c'est comme ça que je vois, en tout cas, créer une sorte de micro-écosystème autour de la boîte. Et dernière précision, c'est qu'à mon avis, les communautés, elles ne devraient pas se créer exactement autour du produit en tant que tel, mais avoir un scope un peu plus large. Par exemple, pour Notion, parmi les ambassadeurs, donc la communauté de Notion, c'était vraiment les power users qui étaient à fond dans le produit, etc. Et en fait, si tu veux, il n'y avait pas que des personnes qui faisaient que du Notion, mais les discussions qu'il y avait au sein de la communauté, c'était comment je fais pour monétiser mon expertise de consultant, comment je fais pour faire du no-code avec tel autre outil. Donc, c'était plus large que le produit en tant que tel. Et je pense que c'est ça qui est vachement important aussi. Parce que naturellement, c'est des personnes qui partagent un certain nombre de convictions, de passions, et en fait, ils vont échanger au-delà de juste le produit. Et c'est ça qui en fait la force. C'est ça, parce que du coup, là, tu as soulevé un point que je trouvais très intéressant sur, sur les réseaux, la plupart du temps, par exemple, pour faire une comparaison entre communauté et audience sur les réseaux sociaux, on va parler de notre produit, on va parler des gens qui nous suivent, etc. Mm. Mais là, on va s'adresser à des personnes, comme tu disais, c'est un peu une relation d'amitié. Euh, on va avoir l'objectif de peut-être vendre plus, ou en tout cas créer du référent et fidéliser. Est-ce que enfin, comment est-ce que, tu aborderais, par exemple, une communauté qui a pour objectif principal de fidéliser? Est-ce que, on va venir, aborder juste en mode on donne full valeur aux gens? Est-ce qu'on est sur de l'expérience? Est-ce que bah, il y a différents types de communautés, j'imagine, mais Ouais, c'est ça. Bah, en fait, tu as autant de communautés que tu as de marques qui en créent, si tu veux. Parce qu'en fait, alors il y a, tu vois, des process qui peuvent fonctionner pour n'importe quelle communauté. Et c'est un peu, tu vois, ce que je viens de décrire, comme quoi bah, tu commences par tes objectifs business. ouais. Bon, bref, je ne vais pas me répéter. Mais après, en fait, la clé, ça va être l'écoute. Et en fait, tu construis avec tes membres et tu leur demandes, bah, tiens, tu aurais envie de quoi? Comment je peux t'apporter de la valeur? Mais sans que ce soit le DM lourd sur LinkedIn qui te dit parlons de tes sujets aujourd'hui. Ouais. Enfin, tu vois, ça doit se faire vraiment naturellement. Et en fait, bah, typiquement, je reprends l'exemple de Notion. Tu vois, la plupart des personnes, donc c'est des power users et une bonne partie ce sont des consultants qui vont donc aider leurs clients à mettre en place des systèmes Notion pour faire des formations d'équipe ou mettre en place des grosses workspaces. Donc, typiquement, Notion leur donne accès à quelques features en avant-première. Tu vois, donc ils peuvent les utiliser 6 mois avant que ça sorte. Et donc, ça, bah, typiquement, si moi je suis une consultante Notion, bah, c'est génial parce que mes clients, je vais pouvoir leur dire, tu vois, ta feature qui va sortir demain, moi je la teste depuis 6 mois. Et comparé à quelqu'un d'autre qui n'a pas ces accès-là, bah, moi je sais déjà qu'est-ce qui fonctionne, comment ajuster tel paramètre, etc. Tu vois, donc, ça, c'est vachement valuable pour le consultant Notion. Et en plus de ça, c'est smart à plein de niveaux parce que les consultants Notion, ils testent et ensuite ils ont un Slack avec les équipes dev et ils leur font remonter des bugs. Et comme c'est des hardcore fans du produit, bah, il y en a qui sont vachement frustrés quand il leur manque une feature. Et du coup, ce qui fait qu'ils donnent des feedbacks vachement détaillés, valuable et tout ça, tu vois. Et ça, en fait, n'importe quelle marque, elle peut deviner certaines choses. Mais en fait, quand tu as des centaines de personnes à travers le monde qui testent ton produit et qui te font remonter des bons feedbacks, qui ne sont pas juste des feedbacks de rageux, tu vois, et ben c'est vachement valuable à plein de niveaux. Donc, tu vois, c'est comment est-ce qu'on fait pour aligner nos intérêts. Toi, tu as tout intérêt en tant que consultant Notion à avoir accès à des features en avant-première, à être au contact des équipes, etc. Et Notion a tout intérêt à ce que toi, tu déploies l'outil au sein de beaucoup d'entreprises qui n'auraient pas, enfin, qui réussiraient pas à le mettre en place par elles-mêmes. Carrément, parce que au final, tu as fait le pont toute seule, mais un peu de manière, implicite. J'aimerais bien qu'on rende ça un petit peu plus explicite. Comment est-ce qu'on rattache, du coup, le fait que bon, du coup, en vrai, je pense que la plupart, l'ont compris un petit peu. Mais comment est-ce qu'on rattache: «OK, on a des feedbacks de membres,
OK, on a, des hardcore users qui ont, enfin, on donne l'accès 6 mois avant à des gens, mais comment est-ce Mmh. que concrètement tu as un ROI en partant de ça? Comment est-ce que tu génères du business, où est-ce que tu vois? Où est-ce que tu places la part qui te revient en tant que boîte aussi? Ouais, complètement. Alors, c'est assez difficile d'avoir un ROI vraiment concret, mais il y a des études auprès de plusieurs entreprises qui ont démontré qu'en fait, les membres de ta communauté, ils vont, bah, te raccourcir ta feedback loop sur ton produit, donc tu vas perdre moins de temps à développer des choses potentiellement inutiles, et cetera. Donc, en fait, c'est tous les coûts cachés de temps de dev, ce genre de choses sur la partie vraiment produit et sur la partie client, parce que c'était ta question d'avant aussi, à laquelle j'ai pas entièrement répondu, mais donc je vais le faire. C'est qu'en fait, pareil, il y a des études qui ont démontré que des personnes qui font partie de la communauté, elles vont s'engager plus et quand elles recommandent quelqu'un, par exemple, le cycle de vente va être plus court vers cette personne-là. Et en fait, donc ensuite, tu as ta base de communauté et tant que les membres restent dans la communauté, ça veut dire que a priori, tu fais un bon boulot. Mais à partir du moment où il y a de plus en plus de personnes qui sont en train de sortir de ta communauté, de se désabonner, ce genre de choses, bah, en fait, ça met un peu en warning et tu peux te poser des questions de qu'est-ce qui est en train de se passer. Il y a des trends, des choses comme ça. Donc voilà, globalement, tu vois, si on en revient au côté sales, quand tu veux vendre, bah, tu peux faire la cold emailing méthode. Tu peux demander des intros, des warm intros à des personnes que tu connais avec des connexions que vous avez en commun. Et moi, je suis convaincue qu'en fait, la communauté, c'est une manière d'avoir ces warm intros, mais fois des dizaines, fois des centaines, potentiellement des milliers. Et en fait, c'est comme si tu avais une workforce de sales, mais en plus, c'est même pas des sales où, enfin, je sais pas vous, mais en tout cas, moi, quand j'ai quelqu'un qui m'envoie un mail ou qui me contacte sur LinkedIn et dessus, il y a marqué business developer, moi, franchement, je regarde pas parce que ça me gonfle. Je me dis, la personne, elle va me vendre sa sauce, tu vois. Et moi, j'aime pas. Moi, je suis très authentique comme personne et j'aime que les échanges authentiques, tu vois. Mais donc, tout ça pour dire que la communauté, bah, ça permet d'avoir cette manière de convaincre de nouveaux clients, de nouveaux utilisateurs de manière naturelle. Et d'ailleurs, moi, je suis convaincue qu'à l'époque, on vendait le produit en tant que tel. Ensuite, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Simon Sinek sur le Start with Why, et donc on achetait des produits ou des services pour l'histoire racontée et l'univers qu'on rejoignait un petit peu. Moi, je suis convaincue que demain, il y a de plus en plus de marques qui vont vendre la communauté que tu rejoins. Tu vois, c'est where do you belong? Qui est-ce que avec qui est-ce que tu Tu t'identifies? reconnectes? Mmh. Voilà, en achetant un produit, un service, et c'est ça, parce que on est des humains qui avons besoin de connexion avec les autres, de vivre ce genre d'expérience. Et aujourd'hui, surtout avec l'IA, il y a de plus en plus de personnes qui s'isolent un peu derrière leurs écrans, etc., et qui ont besoin d'avoir ces moments vraiment de connexion avec les personnes. Et ces moments de connexion, tu les as de moins en moins au travail, dans les cercles d'amis, pourquoi pas, mais c'est encore plus puissant quand tu peux élargir ton cercle de connaissances, je ne vais pas forcément dire amis, mais à travers des communautés que tu rejoins comme ça. Carrément. C'est vrai que, bon, pour le coup, je vais nous faire revenir sur le sujet de juste avant, mais avant ça, Simon Sinek, quel homme! J'adore ce gars, je consomme tout ce qu'il fait, je trouve sa vision de du marketing et même des relations, entre personnes ultra intéressante et bon, on reviendra sur le sujet, juste après. Mais comme Mathias l'a dit, dans le chat, le ROI le plus simple à calculer, c'est souvent les communautés de support public, où on peut faire un lien de causalité assez simple entre la réduction des coûts en SAV et l'existence de la communauté. Donc ça, c'est assez simple. Toi, tu nous as parlé de warm intros et enfin la différence entre juste je vous envoie un mail de prospection ou je vous envoie une ads et on se connaît pas, ou une recommandation globalement. C'est ça une warm intros, si je me trompe pas. C'est ça. Donc, on a quand même une grosse différence. Mais ma question est la suivante: comment est-ce que, enfin, tu as déjà partiellement répondu, mais comment est-ce que tu fais pour que des gens veuillent faire des warm intros, recommandent la communauté, recommandent le produit, recommandent la marque, de leur plein gré, sans que tu aies à leur demander? Est-ce que c'est, on balance encore plus de contenu? Est-ce que c'est juste du contenu très précis mais de valeur? Est-ce que c'est de l'expérience client? Est-ce que c'est un tout? Franchement, selon moi, c'est vraiment la manière dont tu vas animer ta communauté. Et encore une fois, ça dépend des personas. Mais tu vois, si on regarde, alors cold intro, c'est en effet, toi en tant que sales, tu vas aller
taper à la porte des potentiels clients et ils te connaissent pas, tu les connais pas et bon, bah, tu regardes est-ce que ça convertit ou pas. La warm intro, c'est ok, bon, bah, moi, je connais quelqu'un qui pourrait devenir ton client. Tu me demandes, ah, bah, tiens, tu pourrais me faire une passe D. Et moi, je te dis ok avec plaisir. Mais derrière, la personne à qui je vais te faire l'intro, elle va potentiellement accepter parce qu'on a une bonne relation et qu'elle me fait confiance, etc. Mais tu restes quand même dans cette démarche de sales, tu vois ce que je veux dire, Ouais. la personne elle va se dire bon bah ok j'accepte, Ouais, c'est mais toi qui demandes, quoi. voilà c'est ça, mais ça reste des sales. Alors que côté communauté, c'est vraiment le fait que tu appartiennes à un groupe et qu'en fait, tu passes tellement une bonne expérience que tu dis, mais en fait, si on est amis, moi, je pars du principe que moi, je suis en train de m'éclater dans cette commune, mais toi aussi, parce qu'on est un peu pareil, tu vois. Et donc, rejoins-nous. Et en fait, ça devient vraiment naturel, tu vois. Ouais. On a tous eu des potes qui nous ont dit ah bah viens voir ce film avec nous au ciné ou viens on va se faire Disney au parc Astérix toutes les vacances, on sait rien. Et en fait parce qu'on est convaincu que nous on va passer un bon moment et que on a passé un bon moment déjà, et les autres aussi on a envie tu vois de partager, on est toujours dans cette notion de partage et de se dire bah tu corresponds un peu à la vibe de la communauté, je pense que tu vas t'éclater dedans. Donc, c'est même pas tant le fait d'utiliser un produit autre, c'est on parle de tel sujet et c'est passionnant. Et on a beaucoup d'entre nous, en tout cas, cette notion de volonté de growth, enfin le growth mindset, cette volonté de progresser au quotidien. Et Ouais. en fait, c'est en échangeant avec des personnes avec lesquelles on partage les mêmes valeurs, mais qui sont aussi complémentaires à nous, et donc nos potes potentiellement, mais aussi des personnes qu'on connaît moins, c'est à travers ce genre de connexion qu'on progresse aussi. Donc, c'est OK. pour ça qu'en fait, tu ne vas pas demander explicitement aux personnes de te faire des intros, parce que bah, là, on en parle, on revient à cette notion de référent, tu vois, et ça peut marcher. Mais encore une fois, selon moi, ce n'est pas une notion de communauté. Mais par contre, si les personnes elles passent un bon moment, il n'y a pas de raison à ce qu'elles ne veuillent pas que d'autres personnes en profitent avec elles, tu vois. Et du coup, là, on a l'enjeu maintenant d'arriver à quantifier ça, Ouais. les warm and et cetera. On va passer rapidement sur le sujet, mais du coup, ça peut être, des questionnaires d'onboarding ou un call d'onboarding et cetera, où on demande à la personne: «Comment tu nous as découvert? Comment tu arrives là?» Ou si c'est sur une, communauté où il faut s'inscrire, on peut le mettre directement dans le formulaire d'inscription. Enfin, il y a plein de moyens de «détecter» entre guillemets, qui vient d'un referral, qui, vient, d'un site internet, qui vient de tout ça, pour ensuite, appliquer un ROI à OK, la communauté, plaît aux gens. On a des gens qui arrivent et comme tu le disais aussi tout à l'heure, notre ratio un petit peu de rétention, si on a plus de gens qui arrivent que de gens qui partent, c'est que globalement la communauté remplit son job et après, bah, on en a parlé, hein, on a, les réductions des coûts de support, on a des tas d'objectifs, qui sont assignables à la communauté. Voilà, je sais pas si tu veux rajouter un dernier truc, là-dessus ou si, on enchaîne sur la suite, mais si on revient sur Simon Sinek. Non, écoute, carrément. Et tu vois, tu disais, alors moi déjà, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, mais à mon avis, il faut un avant, un après de la rentrée dans la communauté, c'est-à-dire qu'il y avait avant que tu rejoignes la commu et après, donc une sorte de rituel, et ça peut être en forme d'onboarding, c'est OK. Et après, tu mentionnais le fait de demander dans des formes, ah bah tiens, est-ce que tu n'aurais pas quelqu'un à nous recommander autre. Mais ça reste quand même assez direct. Donc, encore une fois, on peut le faire, mais il y a des manières encore plus subtiles de faire ça. Et donc, typiquement, dans des communes, je pense que vous le savez dans ce chat aussi, il va y avoir des rituels qui vont être créés, donc des dîners mensuels ou des choses comme ça, peu importe. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des moments à la fois réservés à la communauté, et là, il y a ce côté cercle fermé et personne ne rentre, et des moments où, moi j'aime bien appeler ça le cercle des voyeurs, c'est-à-dire qu'on va avoir le cercle fermé et des personnes de l'extérieur qui peuvent venir le temps d'une soirée ou d'un événement ou quoi, voir un peu ce qui se passe, être un peu voyeur et voir les private jokes qui ont lieu, le sentiment d'appartenance, ah bah tu te souviens l'autre dîner on avait fait ça, c'était vachement bien exclusif et tout ça machin. Et donc en fait ça donne envie potentiellement à d'autres personnes de rejoindre. Et mon dernier point par rapport à ce que tu disais, c'est qu'à mon avis il faut pas non plus accepter tout le monde dans la communauté, il faut que ça fasse sens, parce qu'à partir du moment où tu as trop de diversité dans la communauté, mais en fait ça devient un peu un groupe fourre-tout, et du coup tu t'identifies moins à ce groupe-là. Et donc c'est pour ça que c'est selon moi très important de tracer un cercle et une limite en fait, et de définir en amont, ou en tout cas aux prémices de la communauté,
qui en fait partie et qui n'en fait pas partie. Et d'avoir cette limite définie de manière assez strong pour renforcer en fait ton sentiment d'appartenance et d'identité de ta communauté. C'est vrai que ça, c'est un très, très gros challenge pour les communautés ouvertes. Ce sera peut-être, le sujet d'un autre live, les différents types de communautés. Mais pour le coup, ouais, les communautés ouvertes où tu dois définir une identité et arriver à créer une à travers l'expérience, le branding, le parcours client et cetera, une identité assez forte pour que justement les «bonnes personnes» entre guillemets, viennent automatiquement à ta communauté. C'est quelque chose d'assez compliqué. Mais en tout cas, je pense que c'est un peu plus clair déjà pour tout le monde, la raison d'être, d'une communauté, le cadre pour que ça permette de créer du business, quels objectifs on peut, aller viser, donc sur de la fidélisation, sur de la vente, mais comment est-ce qu'on l'articule, dans une communauté pour arriver à ces objectifs business et l'impact que ça peut avoir. Et maintenant, comme on l'a vu au début, c'est souvent un petit peu sous-estimé, la création et la gestion d'une communauté. Ça demande une expertise de gérer ce genre de réseau, parce que comme toi, tu le dis souvent, une communauté, c'est un réseau avant tout. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus, ça, le côté réseau, Le côté réseau d'une communauté, Ouais, tu bah, veux ouais. l'interconnectivité entre les gens un petit peu, parce que communauté, vu que souvent on a l'amalgame avec les réseaux sociaux et cetera, c'est quoi la différence? Y a là, les gens se parlent, donc tu me parlais aussi du rôle de Chief Networking Officer. On peut peut-être creuser là-dedans aussi, faire le lien avec les communautés. Ouais, carrément. Bah, en fait, si tu veux, chacun va avoir des objectifs dans la vie au global. Donc, tu vas avoir la marque qui va créer sa communauté, qui a ses objectifs par rapport à la communauté, et les personnes à l'intérieur de la communauté qui vont eux-mêmes avoir leurs objectifs. Alors, si c'est des entrepreneurs, potentiellement de la vente aussi, mais pas que. Ça peut être des objectifs de faire des rencontres, de vivre des expériences, des choses comme ça. Donc, chacun va avoir, quoi qu'il arrive, ses objectifs. Et moi, une de mes citations préférées, c'est Your network is your net worth. Et typiquement, moi, je pense que dans le monde de demain, le réseau va prendre une place de plus en plus importante dans les vies de chacun. Elle est déjà quand même assez importante. Quand on regarde côté business, je dînais avec Roxane Varza il y a quelques années et on parlait de ce sujet justement. Et de là, on a commencé à mentionner ce terme que je lui ai sorti, qui était le Chief Networking Officer, en disant qu'en fait, demain, toujours par rapport à ce côté communauté et sales, moi je suis convaincue que tous les business vont avoir besoin d'un chief networking officer, d'une personne au sein de la boîte ou une équipe qui va être en charge d'aller activer les bons réseaux pour générer des opportunités. Et donc ça peut être à la fois des opportunités business de vente, mais ça peut être des opportunités de partenariat. Il y a beaucoup de collabs qui se font, même des communautés qui se réunissent entre elles autour d'une activation, ce genre de choses. Et donc en fait, comment est-ce que je fais pour avoir une stratégie de réseautage à la fois à l'échelle de la boîte, mais à la fois si moi je fais partie d'une communauté et que j'ai mes propres objectifs, bah, comment est-ce que je fais pour tirer bon parti de cette communauté, parce que chacun a son petit agenda et c'est OK. Mais voilà, en tout cas, tout ça, ça se prévoit. Il y a des stratégies aussi à mettre en place. Je ne sais pas, peut-être pour les plus énervés, entre guillemets, d'entre vous, si vous avez des sortes de CRM perso. Moi, j'en ai un, en tout cas, dans lequel bah, je note toutes les semaines les personnes que j'ai rencontrées, des petites notes sur chacun d'entre eux. Et en fait, ça me permet de... Parce que on a pour ceux qui ont lu Homo Deus et Sapiens de Yuval Noah Harari, on ne peut pas retenir des noms de centaines de personnes top of mind dans notre cerveau. On est fait pour vivre en tribu de base et donc de se souvenir jusqu'à à peu près 150 personnes. Et donc en fait, comme on rencontre, en tout cas moi je rencontre beaucoup de personnes au quotidien, jamais de la vie je me souviens de toutes ces personnes-là. Mais donc c'est puissant d'avoir ce genre de CRM avec des petites notes et surtout avec l'IA qui aide à retrouver les bonnes personnes. Et demain, si je veux créer une activation communautaire autour d'un sujet ou faire une mise en relation ou autre, bah, ça me permet de puiser assez rapidement et facilement dans ce réseau-là. Donc, en effet, le networking, c'est quelque chose qui va de pair avec la communauté. Et donc, la communauté, c'est selon moi un peu l'infrastructure. Et le networking, c'est comment est-ce que je peux en tirer parti pour mes objectifs business ou perso d'ailleurs, peu importe. Et tout ça, on le fait en commençant par ses objectifs, tout simplement. Et du coup, est-ce que, tu dirais que le Chief Networking Officer, il vient agir dans la communauté, avec la communauté?
Par exemple, C'est si un chief networking officer d'une entreprise, il va être complémentaire au community builder? Est-ce que c'est le même rôle la même personne qui va faire les deux? Comment est-ce que tu articules ça? Non, bah écoute, la communauté, c'est déjà une personne ou une équipe qui va travailler avec tous les pôles, enfin en tout cas une bonne partie, tu vois, le pôle produit, le pôle sales, le pôle marketing aussi, sur des activations événementielles. Et donc c'est vraiment comment est-ce que je crée, donc enfin l'infrastructure, tu vois, le programme, c'est comment est-ce qu'on anime ça, comment ça se passe, etc. Et le Chief Networking Officer va être en charge de comment est-ce que je fais pour tirer parti de cette infrastructure et comment est-ce que je fais pour, au milieu de cette foule-là, piocher les bonnes personnes, avoir le bon discours, connecter et créer des partenariats, des choses comme ça. Et donc, le Chief Networking Officer, il peut agir au sein de la communauté, mais aussi au-delà. Et donc, si typiquement, tu vois, moi, avec ma marque, je me dis, bon, bah, on a une belle communauté et on veut construire quelque chose avec quelqu'un de complémentaire pour croiser les communautés. Ça se fait assez souvent, tu vois. Et ben, comment est-ce que je fais pour trouver les bonnes communautés avec lesquelles, tu vois, croiser ou pas communauté d'ailleurs. Tu vois, comment je fais pour avoir, je sais pas, des partenaires de lieux pour nous accueillir, pour faire de la visibilité croisée, des choses comme ça. Donc, le OK. Chief Network Officer va être vraiment comme une sorte d'électron libre qui va graviter entre tous les pôles de l'entreprise et être au service en fait de tous ces pôles. Donc au final, on va avoir une sorte de on va avoir un petit peu 3 métiers qui vont venir, s'entrecroiser avec, le customer success manager qui va plus être dans, du one to one, dans de la gestion de problématiques directes, à l'instant T, au très court terme, sur, du support client, en mail, en chat, en téléphone et cetera, ou en visio. On a le community builder qui va venir créer la stratégie de communauté un petit peu, où là, c'est plus du one to one, c'est du, many to many où tout le monde se parle un petit peu et cetera, et c'est une activation de groupe et Et le Chief ça Networking Officer qui va être plus sur le one to one, sur la venir piocher dans le groupe les bonnes personnes à mettre en relation sur un truc bien plus précis, quoi. C'est ça? C'est ça, mais après, tu vois, community builder a besoin d'avoir ces échanges en one-to-one avec les membres pour construire quelque chose qui fonctionne. Bien Parce sûr. qu'en fait, sinon, n'importe qui se dit, bon, bah, OK, on va créer ce groupe, on va créer un WhatsApp, un Slack, un Discord, peu importe. On va mettre des gens dedans et ils se parlent, tu vois. Ouais, Mais en fait, chaque communauté est très différente. Et donc, c'est important de connaître les membres bien sûr, pour parce que bah, du coup, on a une question qui va très bien aller dans ce sujet-là. Si tu connais tes membres, ouais, tu sais quoi leur proposer. Tu sais, ouais. c'est ce qu'on disait au tout début, c'est que Mmh. en soi, la communauté, tu l'as fait pour les membres. S'ils ont de la valeur, ils vont t'apporter des personnes qui vont revenir, ils vont kiffer. Le but, 1er, c'est de donner avant de recevoir. C'est un petit peu ça et on a Lucas, du coup, qui nous demande: «Est-ce que selon vous, le poste de community builder slash chief networking officer doit avoir une sous-casquette d'event manager?» Parce que, il y a des communautés qui sont 100 en ligne, où on crée des événements en ligne comme aujourd'hui, par exemple, où on crée des animations qui sont plus asynchrones et cetera, où du coup ça demande, entre guillemets, un peu moins de travail. Mais il y a aussi beaucoup de communautés où les temps forts sont des événements physiques et donc il faut les organiser, ces événements et c'est un métier à part entière. Donc, est-ce que pour toi, du coup, on c'est «obligatoire» entre guillemets d'avoir un petit peu cette sous-casquette, d'event manager? Ou justement, il y a peut-être des partenariats à faire, en activant son réseau. Bah, écoute, c'est obligatoire en tout cas de t'y connaître un minimum. Ça dépend de la taille de ta boîte, mais tu vois, si tu as une équipe events dans ta boîte, dans tous les cas, moi je suis très convaincue que les communautés qui fonctionnent le mieux, ça va être celles qui vont quand même avoir des moments où elles vont se retrouver en physique, même si c'est une fois par an, et c'est OK, mais au moins pour avoir cette connexion vraiment humaine. Sinon, ça devient en fait du community management un peu en ligne, etc. Mais community building, il y a cette notion de on se rencontre, on partage des moments physiques ensemble. Et donc, en effet, moi, je trouve que c'est vachement important d'avoir des personnes qui maîtrisent l'événementiel. Après, c'est quelque chose qu'on peut externaliser, mais avec des partenaires de confiance. Typiquement, bah, nous, je mentionnais au début du talk, avec Paradise Group, on organise, enfin, on crée des activations pour les marques qui n'ont pas forcément besoin de nous tout au long de l'année pour animer des communautés. Mais donc, typiquement, pour ceux qui connaissent J'ai un pote dans la com, bah, on a organisé, nous, nos équipes, avec eux, leurs équipes ensemble, l'afterwork de la com, qui a été leur événement annuel en fin d'année dernière, qui réunissait 1200 CMO. Parce qu'en fait, eux, ils ont déjà une bonne équipe d'une trentaine de personnes de mémoire.
Mais en fait, dans leur day-to-day, ils ont déjà beaucoup de choses à faire et en plus, ils organisent déjà des événements, des workshops entre CMO qui ont beaucoup de valeur. Mais en fait, une prod événementielle aussi grosse, bah, ça demande énormément de temps. Et donc, en fait, quand l'équipe elle est restreinte, ça peut être externalisé, mais externalisé, branché à l'intérieur de la boîte quand même, pour pas que ce soit juste un événement en stand-alone, mais que les personnes qui organisent l'événement puissent bien vraiment comprendre de quel persona il s'agit, comment est-ce qu'on va faire pour animer ces personnes-là et pour leur apporter de la valeur pour que cette messe annuelle soit vraiment porteuse de valeur pour tout le monde. Ok, donc avoir une sous-casquette d'event manager, c'est quasiment obligatoire, mais à partir d'une certaine échelle, ça va être un peu compliqué parce que bah, tu peux pas gérer un événement aussi gros avec une seule personne. Ouais. Mais par contre, c'est bien de s'y connaître un petit peu pour justement pouvoir accompagner l'équipe qui va accompagner sur cet événement, pour s'y Ouais. connaître un petit peu et savoir ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, etc. quoi. Et ce qui marche bien aussi, c'est Ouais. alors si tu as la chance de bosser pour une plus grosse boîte, il y a forcément un événement un peu annuel qui va avoir lieu. Et donc, tu te dis, pendant cet événement annuel, on va créer une room, on va rassembler nos top 40 community builders, membres de la communauté. Et donc, on va avoir ce petit moment un peu privilégié entre nous. Donc, c'est pas toi en tant que community builder qui organise tout l'event, mais tu surfes un peu sur ce gros event organisé par les équipes marketing pour créer ton gathering. Et puis ensuite, il y a des événements comme Vivatech, où typiquement, là, il y a quelques semaines, j'étais au Cannes Lions, où tu vas surfer sur des gros events qui ont lieu au global. Et tu sais que dans tous les cas, il y a beaucoup de membres de la communauté qui seront sur place. Et donc, tout simplement, bah, tu set up un moment où vous allez vous rencontrer. Donc, tu t'envoies des invitations, tu fais un mail, un groupe WhatsApp et tout se passe très bien. Tu vois, typiquement, il y avait Adobe, qui sont selon moi une des meilleures communautés qui existent, enfin les plus développées, en tout cas en France. Et donc, typiquement, le community builder de Adobe avait créé un groupe Insta avec toutes les personnes de sa communauté, ils se tenaient au courant. Ah, moi, je suis à Meta Beach. Ah, moi, je suis sur le rooftop LinkedIn. Nanana. Je ne sais pas si tout le monde connaît le Cannes Lions, mais peut-être en une phrase, c'est l'équivalent des Oscars pour la publicité. Et ça a lieu donc une fois par an à Cannes. Et tous les beach clubs de Cannes sont privatisés par des big tech. Donc, il y a la plage Meta, il y a la plage Spotify, il y a la plage Canva, etc. Et en T'en as fait, fait des vidéos d'ailleurs. tout à fait, j'ai publié 2 vidéos sur LinkedIn si vous voulez aller voir, ou sur Insta. Et en fait, c'est un univers vraiment incroyable. Et donc, en fait, il y a toutes les personnes qui touchent un peu à la marque, aux communautés aussi notamment, qui sont sur place. Il y a surtout beaucoup de CMO et Chief Brand Officer qui viennent des US. Donc, enfin, vraiment, en termes de qualité de réseau, c'est incroyable. Et donc, Adobe avait créé ces activations où ils se donnaient rendez-vous régulièrement devant tel café, ou ah bah tiens, on va aller explorer ensemble tel beach, donc tout le monde s'envoyait des photos, des machins. Et en fait, la communauté, c'est aussi les personnes qui participent à l'animation de celle-ci. Il n'y a pas que le community builder qui va driver le tout, mais c'est aussi les membres qui, typiquement là sur ce groupe Insta, il y a quelqu'un qui a dit bon, bah, l'année prochaine, est-ce qu'on ne prendrait pas tous une maison, qu'on split the cost, et puis comme ça, on peut tous rester ensemble dans la même house et puis aller explorer ensemble. Donc, c'est aussi ça, le fait de se faire un peu dépasser, si je puis dire, par ses membres. Et ça marche que si tu crées une expérience membre assez qualitative et une culture et un truc où les gens se reconnaissent entre eux assez fort pour que les gens aient envie de faire ce genre d'initiative, aient envie de prendre le relais un petit peu presque, de faire justement toutes les warm intros dont on parlait depuis tout à l'heure, etc. Je vois qu'il est déjà 44 en c'est le genre de communauté, enfin de communauté, de discussion sur les communautés où je pourrais parler des heures personnellement, donc ça me fait très plaisir d'avoir partagé ça avec toi. Hem, je vais, te laisser le choix et aussi aux gens dans l'audience. Je ne sais pas si vous avez des questions dans l'audience, parce que normalement on a une troisième partie pour vous, sur un petit peu, quel process, quels tools on peut utiliser pour mettre en place justement tout ça. Hem Ouais, c'est trop court, 45 minutes. Peut-être que ça pourrait être, l'objet, entièrement, d'un autre live limite, un petit peu la tool stack et les automatisations en IA qu'on peut intégrer, dans une communauté. Parce qu'il y a énormément de choses qui sont répétitives, qui peuvent être automatisables, tout en gardant la connexion humaine, parce que c'est quand même ça le centre de tout.
J'ai pas l'impression qu'on ait trop de questions qui pop dans le chat, donc on peut profiter peut-être des 15 dernières minutes pour aller là-dessus, si ça te va? Ça me va. Allez, nickel. Bah, écoute, du coup, comme je le disais, on a un peu fait le tour de la stratégie là, même si en réalité, je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Mais comme on l'a dit, il va falloir, quelqu'un pour le mettre en place, que ce soit, quelqu'un qui a une sous-casquette d'event manager, un chief working officer qui va travailler avec un community builder, ou, enfin, une seule personne ou une équipe. Enfin bref, il y a plein de configurations possibles. C'est ça qui est beau dans les communautés. Peut-être qu'il faudrait qu'on en fasse une sorte d'énorme guide des communautés, ça pourrait être sympa. Un peu long, mais sympa. Et puis ça se fait pas en se levant en levant le petit doigt, le petit doigt au vent pour savoir quoi faire. Mais du coup, moi j'aimerais bien avoir un petit peu ta roadmap de création de communauté. Est-ce qu'il y a des étapes à suivre? Est-ce que justement on dit, on envoie un mail à tout le monde: «Coucou, on veut faire une communauté» et puis les gens viennent? Comment ouais, je te vois, me faire non. C'est quoi un peu les étapes? Non, écoute, en vrai, ça dépend. Donc, une fois que, et j'insiste beaucoup sur les objectifs business, etc., vous avez compris, je le sais, mais c'est vraiment le point de départ de tout. Et il y a beaucoup de marques qui le font pas, qui se disent, bon, bah, moi, je crée une communauté, c'est mon goal, mais en fait, qui rattachent pas ça au business. Donc, bon, bref, vous avez compris. Et en fait, suite à ta question, Louis, il y a deux cas de figure. Soit on part de rien et on n'a rien qui existe aujourd'hui, on a juste peut-être une sorte de database ou quelques personnes qui ont plus de stickiness par rapport à notre produit que d'autres. Et dans quel cas, à ce moment-là, oui, tu commences par aller contacter ces personnes un petit peu et progressivement, mais pas trop de monde d'un coup. Tu vois, si tu vois qu'il y a même 5 personnes qui posent plus de questions sur ton produit, qui te remontent plus de feedback, des choses comme ça, ou qui s'intéressent plus à ce que tu fais, ou qui commentent ou qui like plus de posts que d'habitude, enfin que le reste, pardon, et bien à ce moment-là, tu vas essayer de te rapprocher d'eux et de dire, bon, bah voilà, on aimerait bien créer quelque chose. Et en fait, pareil, j'avais une discussion avec Jean de la Roche-Brochard qui me disait qu'en fait, selon lui, et je suis assez d'accord avec ça, tu ne crées pas une communauté en disant que tu vas créer une communauté. Une communauté, ça se crée un peu euh, naturellement, si je puis dire. Et donc, plutôt que de dire, bah, je crée cette commu, tu te dis, bon, bah voilà, on va faire un drinks avec d'autres personnes qui ont tel profil aussi. Est-ce que ça te dirait de venir? Et donc, du coup, tu lances les invitations, tu regardes s'il y a de la stickiness ou pas. Et après, bah, en fait, tu construis avec les membres, tu construis avec eux. Et typiquement, avec les activités de Paradise Group, on était aussi sur l'organisation de Adopt AI, qui est le gros événement IA au Grand Palais pour ceux qui connaissent. Et donc, dans ce cadre-là, on avait 600 bénévoles qui étaient présents pour assurer un peu l'accueil, aller trouver des speakers dans le lounge pour les amener à la stage, des choses comme ça, bref, des missions assez cool. Et donc, on avait créé un groupe WhatsApp avec tout le monde. Et donc, les deux jours de Adopt AI ont lieu, très bien, ça se passe très bien. Et donc, en fait, suite à ça, on a eu des romans sur le groupe WhatsApp de personnes qui disaient à quel point elles avaient passé 2 jours extraordinaires, machin. Et en fait, je raconte pas ça de manière anodine, c'est parce que suite à tous ces messages, les gens nous ont demandé est-ce qu'on peut se revoir tous ensemble. Et donc, on a organisé un drinks où on les a fait se revoir. Et sur les 600 personnes, il y a une centaine de personnes qui est venue. Et donc, du coup, on a fait une deuxième session. Ensuite, il y a des personnes qui nous ont contactés, qui nous ont dit, ah ben moi, j'aimerais bien parler de tel sujet. Salut Lucas. J'aimerais bien parler de tel sujet devant les membres, les autres bénévoles. Est-ce que je peux le faire? Donc, donc on a organisé des sessions avec une partie édito. Ils ont pris la parole, ce genre de choses. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, tu regardes aussi où la communauté t'emmène. Donc ça, c'était le premier cas de figure. Si jamais il n'y a rien, bah, tu commences par faire un petit truc. Alors, adapter AI, c'est différent, mais tu commences par faire un petit event, dîner ou autre, et après, tu regardes comment ça se passe. Et après, pour des communautés que tu reprends, où il y avait déjà un peu de traction, mais tu viens pour mettre en place un nouveau souffle à la communauté, et ben en fait, tout simplement, tu envoies un mail à tout le monde pour dire, bon, ben voilà, je suis là pour rafraîchir les choses. J'aimerais bien comprendre, tu vois, comment est-ce qu'on pourrait apporter plus de valeur à travers la communauté. J'ai déjà fait ça par le passé. Moi, je veux juste t'apporter de la valeur, te faire kiffer, que ce soit utile pour toi. Et après, tu regardes qui book un call. Et ensuite, sur base du feedback,
bah, tu regardes les sujets qui reviennent et tu construis sur cette base-là. OK, excellent. En tout cas, c'est bah, déjà, c'est très clair, super actionnable parce que tu nous as donné des exemples, très précis. Et maintenant, bon, tout à l'heure, on a un petit peu, défini le cadre de c'est quoi un Chief Networking Officer, c'est quoi un Community Builder, c'est quoi un Community Manager, un Customer Success Manager, et cetera. Du coup, si on a bien suivi, on recrute un Community Builder. Maintenant, comment est-ce qu'on recrute cette personne-là? Parce que c'est la personne qui va gérer la communauté. Est-ce qu'on doit prendre, un expert de son domaine? Si par exemple c'est une communauté d'avocats, est-ce qu'on, recrute un avocat? Est-ce que, on prend un expert de la communauté, quelqu'un qui, a peut-être aucune notion dans le domaine des avocats, mais qui sait gérer la communauté? Est-ce que tu as un entre-deux qui est bien? Est-ce que juste un stagiaire ça va? Parce que c'est pas un truc compliqué. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Yes, alors, bah, déjà, il y a le mouton à 5 pattes, hein, donc c'est la personne qui coche toutes les cases, évidemment. Si tu crées une commu pour les avocats, bah, c'est quelqu'un qui a été avocat, qui a fait du community building, bref. Donc ça, on écarte, enfin, si vous avez cette opportunité, très bien, mais dans la plupart des cas, ça va, une personne ne va pas cocher toutes les cases. Moi, je suis fondamentalement convaincue que il faut quelqu'un qui s'y connaisse en community building et qui est vachement curieux et vachement à l'écoute. Et donc, même si tu connais pas forcément le milieu des avocats, l'avantage, selon moi, c'est que tu n'as pas été framé par le monde d'avocats et donc tu n'as pas ce truc où tu te dis ah bah ça de toute façon on peut pas le faire parce que dans le monde des avocats on fait pas ça. Parce que non, tu arrives avec une sorte de naïveté, tu es à l'écoute de ce que te disent les gens et en fait tu construis. Et selon moi, la skill principale pour la création de communauté, c'est le bon sens. Et donc c'est vraiment, tu vois, d'écouter le feedback des users de la communauté et de construire quelque chose qui fait du sens. Je pense que ce qui est important aussi, c'est quelqu'un qui a au moins des notions de sales. Tu vois, typiquement, moi, j'ai la chance d'avoir une amie qui a une vingtaine d'expériences dans les sales et Anas, qui est aussi ici présent dans le chat, qui a pareil beaucoup d'années d'expérience dans les sales autour desquels je gravitais depuis plusieurs années et qui m'ont inculqué vraiment cette connaissance de la différence entre un BDR, AE, CSM, tu vois, toutes ces logiques-là, parce que finalement, bah, la commune, il faut qu'elle drive du business. Et donc ça, c'est important d'avoir cette brique-là. Et enfin, je pense qu'il faut quelqu'un qui soit vachement agile et habile avec les outils. J'ai un unpopular opinion qui est que le métier de community builder, c'est de jongler entre tous les outils et c'est comme ça qu'il faut faire plutôt que d'avoir un seul outil dédié aux communautés, parce qu'il y a plusieurs personnes qui lancent des produits un peu tout en un. Mais en fait, un produit tout en un va faire plein de choses, mais de manière un peu moyenne, alors que selon moi, il faut choisir les outils qui vont faire les choses de manière excellente, qui sont déjà réputés pour leur use case. Et donc, en tant que community builder, on va un peu orchestrer tout ça. Et ça demande quand même de l'agilité. Et enfin, et je pense qu'on avait prévu de clôturer sur ça aussi, connaître bah, tous les workflows et les manières de travailler avec Claude, parce que moi, depuis quelques mois, et c'est Anas aussi dans ce chat toujours, qui m'a aussi partagé de très bons use cases sur ça, mais en fait, de voir comment est-ce que je peux faire pour mettre en place le bon système Claude pour gagner du temps et utiliser ce temps vers ce qui compte le plus, à savoir bah, les échanges entre les membres. Bah, justement, tu peux peut-être, creuser un petit peu là-dessus avant on a 6 minutes pour creuser ça. Hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions, hein, au fur et à mesure qu'on discute. Ce serait dommage d'arriver à la fin du live et de plus avoir le temps de les poser. Mais oui, petite cerise sur le gâteau, est-ce que tu peux nous parler de comment tu gagnes, toi, plusieurs heures par semaine en automatisant, pardon, certaines parties de ton workflow avec Claude? Heu et comment est-ce que tu l'as mis en place? On a une question dans le chat qui nous dit: «C'est quoi ton meilleur use case IA sur le sujet communauté?» Peut-être que, Anas, si tu en as encore ou Yeva, vous pouvez, nous les partager. Voilà, je te laisse nous expliquer tout ça. Carrément, bah, je commence et puis après, Anna, si tu voudras compléter avec quelque chose. Alors, ça ne vaut pas que pour le community building, mais en général, moi, c'est pas vraiment un use case, mais c'est le truc le plus précieux que j'ai pu faire, c'est de passer un week-end à parler à Claude et lui expliquer qui je suis,
quelles sont mes activités, donner plein de détails sur les activités, quels sont mes objectifs dans la vie, quels sont mes OKR dans chacune de ces activités et voir comment organiser tout ça. Et j'ai dit parler à Claude parce que j'ai téléchargé Whisperflow. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui coûte 9 euros, je crois, de mémoire par mois. Et vous avez un mois gratuit pour le tester. En fait, ça permet juste d'appuyer sur une touche 2 fois sur le Mac enfin sur l'ordi et de dicter des choses à Claude ou par mail ou sur n'importe quelle application. Et quand je fais des ou des choses comme ça, ou quand je me reprends, en fait, il va les comprendre. Et donc ça m'évite de devoir faire des pavés, un peu comme, je ne sais pas si vous voyez le gif de la grenouille qui est en train de taper comme ça sur son ordinateur, mais du coup, ça m'évite d'être comme ça et de pouvoir lui raconter toute ma life et d'avoir beaucoup de contexte. Donc ça, c'est vachement important. Et ensuite, d'identifier quelles sont les tâches que je fais de manière assez répétée et comment est-ce que je peux faire pour les automatiser. Et donc, typiquement, ce GIF, c'est une lancement, exactement. Et donc, typiquement, j'organise très souvent des workshops ou des choses comme ça avec une partie éditoriale, c'est-à-dire qu'il va y avoir un speaker ou plusieurs speakers qui vont venir parler de certains sujets. Et donc, typiquement, je vais faire un call avec le speaker. Pendant le call, on va parler de la trame au global et moi, je vais mettre juste ce transcript, je balance ce transcript dans Claude et Claude, il sait déjà qu'il doit enregistrer ce transcript sur mon Notion. Comme ça, je vais garder une trace de tous mes transcripts. Je vais créer des fiches avec mon réseau. Et donc, cette personne que j'ai rencontrée, qu'est-ce qu'elle m'a dit sur elle, etc. Et donc, ça, je pourrais le retrouver dans mon CRM perso dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ensuite, il va me sortir la description à afficher sur le Luma ou sur le lien de billetterie. Et il va me générer aussi l'invitation par mail. Et donc, en fait, tout ça, en termes d'organisation Claude, donc pour ça, j'ai créé des skills individuels pour chacune de ces tâches. Donc, il y a une skill qui est de prendre le transcript, de l'enregistrer sur Notion, une skill qui est de passer le transcript en description Luma, etc. Et ensuite, j'ai créé ce qu'on appelle un workflow sur Claude, qui est une skill workflow. Et la skill workflow, elle va dire, quand tu as fait ça, tu fais ça, etc. Parce que sinon, les IA, elles ont tendance à vouloir optimiser leur travail. Et si on balance tout dans une seule skill, le résultat va être moins bon au global. Et un dernier point, il y en a plein, mais parmi les plus importants, c'est qu'en fait, moi, je balance beaucoup de transcripts de mes calls dans Claude et lui, il va faire des tâches de follow-up suite à ça. Et donc, en fait, en faisant mon call avec les gens, j'ai déjà en tête quels vont être mes workflows Claude suite à ce call. Et donc, je me débrouille pour quasiment le call des moments où je vais dire, par exemple, la ligne directrice, c'est ça, ou des choses comme ça. Et donc, c'est des choses dont je parle dans le call, mais j'ai anticipé et je sais qu'en fait, ça, je le dis plus pour Claude après. Donc, j'ai ça dans la tête avant de faire les choses. Ouais, OK, je vois. Avant de te passer la parole, Anas, si je comprends bien, du coup, tu as toute la partie, humaine et communautaire au final qui reste, mais c'est juste après le travail de synthétisation et toutes les tâches un petit peu manuelles de: je récupère mon transcript, j'en fais un résumé, je le mets dans mon Notion, je résume et je m'en sers pour faire mes contenus et cetera, qui elle est automatisée et du coup, tu gardes beaucoup plus de temps pour, parler directement aux gens et vu que ton workflow est bien fait et structuré, ton transcript et tes résumés et ce qui en sort est précis et tu peux t'y fier. Parce que je sais que personnellement, moi, j'ai pas encore fait ce travail-là. Et des fois, quand j'ai mon résumé et que je lis le résumé, je suis en mode, c'est marrant, j'ai pas le souvenir de la même conversation. Tu vois. Mais bon, voilà, je vois que Anas avait quelque chose à rajouter sur le sujet. Je te laisse prendre la parole si tu veux. Et à plus, Sheima. Salut Schéma. Est-ce que je dois te donner la parole? Comment ça marche? Non, pas du tout. Vas-y. Tu as le droit de parler. Peut-être que son micro ne marche Mais pas, je peut-être sais qu'on pas. t'entend pas, en effet. Ça, c'est sûr. Ouais. Est-ce que vous m'entendez là? Voilà, Ah c'est oui. bon. Top, merci. Bonjour, non, c'était juste pour compléter sur le use case IA. Un use case qui se fait pas mal aussi, c'est pour revenir un peu à ce que disait Eva, c'est parfois tu n'as pas le choix, il y a pas mal d'outils. Et moi, souvent, j'ai soit Slack avec une boîte, soit WhatsApp avec d'autres, soit LinkedIn, soit d'autres trucs. Et le use case classique, c'est de connecter toutes les communautés à Claude. Et lui, en fait, chaque semaine, il va te faire remonter les questions récurrentes, les objections qui reviennent, les membres qui décrochent, les sujets qui créent de l'engagement. Ça te fait un petit résumé et ça, c'est en gros la partie que l'humain ne peut pas faire et qui te fait gagner du temps à pas regarder les 542 conversations en parallèle. Et
et te donner un résumé pour que tu puisses justement, toi, après, animer ta communauté, remonter les sujets, les plus importants. Donc voilà. Carrément, il y a des tools qui commencent à le faire un petit peu, avec de l'IA, mais outil par outil. Je sais que sur Discord, on en a pas mal. Mais en effet qui regroupent tout, heu, un peu plus compliqué. Je sais pas s'il y a des articles, des vidéos qui traitent de justement ce sujet-là ou? Non, j'en ai pas vu particulièrement. Moi, c'est surtout sur Ouais, Cowork et Claude que j'ai réussi OK. à le faire, donc mais j'ai pas vu d'article passer. OK, excellent. Et moi, Bah, écoute, merci pour le partage déjà. Tu il dit y quoi, avait une Yeva? autre Ouais. il y avait une autre skill, dont Anas m'avait parlé que j'avais trouvé dingue aussi, c'est, les agents managers. C'est-à-dire que l'agent, il tourne tous les jours et il regarde ce qui a été fait la veille par tous les autres agents et toutes les conversations et il les micromanage un peu et il dit: «Ouais, ça, tu l'as mal fait, ça, c'est il y avait une erreur là-dedans et Ah tout». oui. Donc ça te reprend enfin, ça te permet d'avoir une boucle d'amélioration continue sur, tous tes agents que tu as mis en place. Tu as intérêt Ouais, à bien le coder celui-là du coup, à bien le ouais. à bien lui donner les bonnes instructions. Alors le skills OK, utile, c'est ça, c'est juste de pouvoir, quels que soient les agents que vous lancez ou les choses que vous faites faire, un peu comme dans la vraie vie, c'est le conseil qui marche pour tout, toujours mettre un autre agent au-dessus qui va juste vérifier ce que tout le monde fait ou faire un rapport. C'est mmh, pour, même si vous demandez à d'autres de vous faire des rapports. Voilà. carrément. OK et bah, écoute, merci Anas pour ça. Merci Yeva pour, cette heure, un petit peu plus maintenant de discussion. On a touché à tellement de sujets en si peu de temps. J'ai l'impression qu'on aurait pu creuser encore, on a fait 30 du truc là. Mais bon, c'est toujours le sentiment de toute façon avec les communautés, il y a tellement de choses à dire. J'espère que ça vous a plu aussi. Merci à tous d'avoir été là. Je sais pas si, tu as quelque chose à nous rajouter, comme mot de la fin, Yeva? Non, bah, écoute, merci à tous et en vrai, alors c'est beaucoup moi qui ai pris la parole, mais moi je suis sûre que vous avez tous des super use cases aussi. Si vous avez des petits hacks que vous avez, trouvés sur Claude ou autre, n'hésitez pas à les mettre en commentaire aussi parce que ça m'intéresse. Et non, écoute Louis, merci beaucoup pour cette conversation, pour les questions et merci à tous d'avoir participé et ravie de rester en contact et d'échanger, bah, toujours sur ces sujets de communauté, hein, franchement, Carrément. Bon, je sais que Discord, c'est pas ton outil favori, mais je vous ai mis le lien de la communauté Communitips, dans le chat, pour tout le monde si vous voulez, le rejoindre. C'est un petit peu, là-bas qu'on donc Communitips pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la communauté de Clément Leroux pour laquelle j'anime le live aujourd'hui, qui est la communauté qui parle de communauté et donc si vous voulez, rejoindre, pour, nous envoyer justement vos use cases d'automatisation, dans le secteur des communautés, ou juste compléter un petit peu ce qu'on s'est dit aujourd'hui, et cetera. C'est un petit peu là-bas qu'on va pouvoir en discuter, heu, au au final et puis du coup voilà, merci, à tout le monde d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis on se retrouvera, prochainement pour un prochain live. À la prochaine. merci beaucoup. Ciao, Merci. ciao.